Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi El Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler du Maroc, de ses avancées, ses défis, les enjeux en termes d'économie, de gouvernance, de jeunesse, de capital humain, mais aussi de climat, avec le regard d'un homme qui connaît bien tous ces sujets et pour cause. Il a été représentant spécial de la Banque mondiale auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Il a collaboré avec de multiples organismes de l'ONU sur divers programmes portant notamment sur le changement climatique. Il a dirigé les activités de la Banque mondiale au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Irak, en Iran, mais aussi au Maroc. La liste est longue. Aujourd'hui, il est le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ce que l'on appelle la région MENA. Aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir accueillir Farid Belhadj. Bonjour. Bonjour, chère madame. Et vous avez oublié que j'ai passé 4 années dans le Pacifique Sud, où j'ai travaillé beaucoup justement sur les questions de changement climatique, mais aussi sur les défis qui se posent aux tout petits États. Donc c'est très important aussi parce que ça donne une vue générale de ce que fait la Banque mondiale. Monsieur Belhadj était un peu longue, je l'ai raccourci, mais on va en parler parce qu'il y a un volet sur ce sujet que j'aimerais bien aborder avec vous. Vous êtes de passage au Maroc pour seulement 48 heures, je crois. Alors, c'est pour ça que nous nous sommes déplacés pour avoir cet entretien et je vous remercie de nous l'avoir accordé. Le Maroc, c'est un pays que vous connaissez bien puisque vous avez été durant plus de 5 ans, de 2002 à 2007, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Royaume. Comment vous l'avez vu évoluer notre pays ? C'est un pays que je connais bien, c'est un pays que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai eu une relation fusionnelle depuis des années. J'ai commencé à travailler sur des projets au Maroc depuis la fin 96, début 97. Donc ça fait longtemps. Mais ensuite, vous avez raison, j'ai passé 5 années ici en tant que responsable des programmes de la Banque mondiale au Maroc. Et c'est vrai que j'ai vu un pays évoluer de manière extrêmement rapide, je dirais, avec le gouvernement de Sir Abdelrahman Yousfi, et ensuite. Il y a eu une accélération très forte pendant la législature de M. Driss Jetou, où il y a eu effectivement des chantiers de réforme multiples, et où il y a eu une poussée affirmative, je dirais, sur les grandes réformes. Alors, que ce soit sur l'éducation, sur l'eau, sur l'agriculture, sur les infrastructures qui ont été extrêmement développées pendant cette période-là, mais aussi avec une ambition très forte, celle d'appréhender de manière positive un défi qui se pose sur tous les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, celui de l'emploi des jeunes, extrêmement important. Et c'est sur ce défi-là, à mon avis, que le Maroc continuera à travailler parce que c'est un challenge qui n'est toujours pas qui n'a toujours pas été appréhendé de manière j'allais dire finale. Il est toujours là. Un travail est fait sur le plan du développement humain, un travail est fait sur le plan de la protection sociale, un travail, bien entendu, est fait avec Si Shakib Ben Moussa sur le plan de la réforme de l'éducation. Mais comme on le dit, vous savez, le développement, ce n'est pas du café instantané. Ça prend du temps. Je dirais c'est un café turc. Ça prend du temps. Au bout d'un moment, ça devient très bon, mais ça prend du temps. Et il faut avoir ce souffle, il faut avoir cette volonté politique, et il faut avoir cette énergie et cette vision dont je pense qu'elle existe au Maroc. Mais il faut être impatient, mais il faut être aussi conscient du fait que les choses prennent du temps. Mais c'est parce qu'elles prennent du temps qu'il faut commencer hier. Oui, c'est une jolie métaphore. Quels sont pour vous les secteurs les plus marquants et ceux dont vous êtes le plus fier d'avoir accompagné au Maroc ? Écoutez, le premier que j'ai accompagné personnellement, parce que j'étais responsable du projet, c'était la mise en place des tribunaux de commerce. Très important, parce que ça donne un signal
à l'investisseur, qu'il soit marocain ou étranger, que lorsqu'il s'engage au Maroc, lorsqu'il met son énergie, son capital au Maroc, eh bien, quand les choses ne vont pas comme elles doivent aller, qu'il y ait effectivement un cadre juridique, un cadre juridictionnel sur lequel il puisse s'appuyer et qui soit transparent et qui soit performant. Une justice économique, commerciale, performante est l'un des vecteurs les plus importants de l'ouverture de ce qu'on appelle le climat de l'investissement. Donc ça, c'était le premier engagement qu'on avait eu. À l'époque, le ministre de la Justice, c'était Sir Omar Aziman, qui est un homme que je salue et qui avait fait un travail absolument fantastique à ce niveau-là. Ensuite, il y a d'autres piliers sur lesquels nous avons travaillé, que ce soit sur le plan de la protection sociale. Encore une fois, nous l'avons commencé il y a très longtemps avec le Maroc. Aujourd'hui, on voit un travail que je qualifierais d'assez unique dans les pays au niveau de revenus du Maroc. L'AMO, le registre unique sont effectivement des avancées importantes. Un autre point que je mettrai en exergue, parce que là aussi j'étais présent, c'est le lancement de l'INDH. Le lancement de l'INDH, je m'en souviens comme si c'était hier, Sa Majesté avait prononcé un discours, semble-t-il, le 17 mai 2005. Et il se trouve que le 18 mai 2005, nous allions au conseil d'administration de la Banque mondiale avec la stratégie de coopération Maroc-Banque mondiale sur les 5 années subséquentes. Et j'étais à Washington pour présenter cette stratégie de coopération. Et nous avons entendu le discours de Sa Majesté. J'ai discuté, j'ai eu une conversation avec des hauts responsables marocains et nous avons instillé dans la conversation autour de la grande table du conseil d'administration de la banque cette dimension sociale, l'INDH, qui aujourd'hui avance beaucoup et effectivement a fait un travail colossal dans ces une différentes phases. Extrêmement important. Ça, c'est un point très important que vous venez d'évoquer, parce que souvent, quand on parle de la Banque mondiale, et on l'a vu lors des assises, il y a beaucoup de confusion entre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et on oublie ce volet humain, le capital humain qui est un petit peu, qui est l'ADN de la Banque mondiale. L'année dernière, me semble-t-il, la Banque mondiale a renforcé justement son soutien sur ce volet avec le Maroc. 550 millions de dollars pour la protection des populations vulnérables. On voit qu'avec le Maroc, vous parliez de la jeunesse, on va l'évoquer, mais on voit à quel point le capital humain est vital. C'est fondamental. Vous savez, je peux vous donner des chiffres qui peuvent ennuyer l'audience, mais il y en a un qui m'a toujours frappé. Prenons un peu de recul, voyons toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon nos calculs et à progression démographique constante, d'ici 2050, il y aura plus de 300 millions de jeunes qui vont frapper à la porte du marché de l'emploi. 300 millions. C'est-à-dire, si nous enlevons la population de l'Iran, c'est la population du monde arabe aujourd'hui. Est-ce que d'ici 30 ans, moins, est-ce que nos pays seront en mesure d'absorber cette masse d'énergie positive Je ne vois pas cela se faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons un poids, un rôle de l'État dans l'économie dans nos pays qui est extrêmement important, extrêmement lourd. Ces jeunes-là ne trouveront pas d'emploi dans le secteur public. D'abord parce qu'on n'en a pas besoin, ensuite parce qu'il n'y a pas d'espace fiscal, et ensuite parce qu'ils ont d'autres ambitions. C'est le secteur privé qui les absorbera. Eh bien, ce secteur privé aujourd'hui doit être en mesure de s'épanouir, d'avoir plus d'oxygène. Il faut qu'il y ait un développement extrêmement important, affirmatif du secteur privé. Et nous ne le voyons pas se faire dans nos régions. Je ne dis pas qu'au Maroc,
il n'y ait pas d'efforts. Les efforts sont là. Mais il y a aujourd'hui une dimension de contestabilité sur le marché ou sur la plateforme du secteur privé qui n'est pas qui n'est pas optimale. Voilà. Il faut donner plus de possibilités, plus de chances aux nouveaux entrants dans le secteur privé, dans l'industrie, dans le commerce, dans les services. Il faut qu'il y ait plus d'espace. Je sais qu'aujourd'hui, au Maroc, l'autorité pour la concurrence fait du bon travail. C'est très bien. Il faut faire plus, de façon à, encore une fois, relativiser le rôle de ceux qui existent et ouvrir là plus d'espoir, plus de voix à ceux qui souhaitent, et notamment les jeunes. Parce que ce sont ceux-là qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs d'avenir. Ça, c'est l'un des défis importants, vous diriez, pour le Maroc. C'est le défi le plus important. C'est le défi, c'est celui de la jeunesse. Quand vous voyez aujourd'hui que ce sont les chiffres du Haut Commissariat, qu'il y a pour cette année un déficit en termes de création d'emplois, 150 000 emplois en moins. Nous ne sommes pas sur la voie d'un emploi optimal des jeunes. On en est encore loin. Donc c'est pour ça que je dis, le pays avance, il y a énormément de réalisations. Quand je vois la comparaison avec les autres pays sur lesquels je travaille... Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Eh bien, le Maroc avance beaucoup. Monsieur Belhaj, comment se positionne justement le Maroc par rapport à d'autres pays que vous accompagnez? Vous diriez que le royaume reste toujours autant prometteur, attractif. Je vais même la raccourcir. Est-ce que le Maroc, pour la Banque mondiale, est un bon élève? Écoutez, nous ne sommes pas dans une relation d'élèves Non, le Maroc est un partenaire extrêmement important de la Banque mondiale. Nous apprenons autant du Maroc que le Maroc apprendrait de nous, bien sûr, parce que la réalité du terrain est une réalité que seuls les Marocains connaissent. Donc nous venons avec nos experts, avec nos spécialistes, nous apportons de l'expérience internationale que nous confrontons à la réalité locale. Et puis cette réalité locale fait que nous que nos engagements soient modulés par rapport à ce qui existe. Donc nous apprenons beaucoup. Et nous apprenons d'autant plus que certaines des réalisations que nous avons faites au Maroc ont été reproduites dans d'autres pays. Mutadis mutandis, selon comment les choses. Écoutez, j'ai parlé de tribunaux de commerce. Par exemple, nous avons travaillé sur la base de l'expérience marocaine dans d'autres pays. Nous parlons de la protection sociale. Ce qui est fait ici au Maroc est avant-gardiste. Donc nous apprenons de ce qui a été fait ici. Et puis nous essayons de reproduire cela ailleurs, encore une fois, en prenant dûment en considération les réalités des pays sur lesquels nous travaillons. La question du secteur financier. Nous avions commencé un travail important à la fin des années 90 sur la réforme du secteur financier. Aujourd'hui, le secteur financier marocain est l'un des plus performants dans notre région et en Afrique. Nous avons vu comment la réforme s'est faite et nous avons appris des leçons de cette réforme que nous avons essayé de, encore une fois, transposer selon les réalités locales dans d'autres pays. Donc nous avons beaucoup appris. Mais je veux, encore une fois, insister sur ce point. Le Maroc fait d'excellentes choses. L'investissement, notamment au plan des infrastructures, a été extrêmement positif. Maintenant, quand on voit le rapport entre cet investissement-là et la croissance, cet investissement-là et la création d'emplois, il y a encore un delta qui n'est pas rempli. Et c'est là le défi. Le défi oui, alors, très, très important. Compris, qui est celui de la jeunesse, de la création d'emplois. En termes de création d'emplois par rapport à ce que vous voyez ailleurs dans le monde, c'est quoi? C'est le numérique? C'est le digital? Parce qu'on voit que beaucoup de nos jeunes, et pas seulement chez nous d'ailleurs, c'est assez explosif. Le Maroc tente d'ailleurs de se mettre sur ce marché-là. Mais que faudrait-il
pour booster justement cette création d'emplois pour nos jeunes? Parce Écoutez, que vous avez raison, c'est même à l'échelle continentale. Nous serons le continent avec la population la plus jeune de la planète. Le défi est immense. exact, oui. Donc l'Afrique, clairement, hein, sur les 30-40 prochaines années, selon les démographes, on sera à près de 2 milliards d'habitants avec un pourcentage de jeunes qui est énorme. D'où le fait qu'il y ait sur notre continent un potentiel d'énergie, encore une fois, positive, qu'il faut absolument exploiter. Maintenant, vous parliez du digital. C'est vrai, c'est l'avenir. Mais il y a aussi ce point qui est important. Le digital apporte de la croissance, mais est-ce qu'il apporte de l'emploi ? C'est une question. Donc là aussi, hein, il y a une réflexion à faire par rapport au fait que c'est important, la digitalisation de l'économie. Ça apporte de la transparence, ça apporte de l'efficacité, de la rapidité, un ancrage par rapport à ce qu'on appelle au futur. Allez, on dira ça comme ça. Mais dans le même temps, la question se pose, et pas seulement au Maroc, hein, à travers le monde, la digitalisation n'est pas nécessairement un vecteur de création lourd d'emplois. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire sur la protection sociale lorsque les économies arriveront à un point de digitalisation, enfin, les nouvelles économies arriveront à un point tel que, effectivement, hein, la masse de travail nécessaire ne sera plus aussi importante. D'où le fait qu'il faut toujours réfléchir 2-3 coups en avance pour ne pas nous retrouver surpris dans quelques années par une économie brillante qui marche très vite, mais qui laisse sur le bas-côté énormément de gens. Sa jeunesse. J'aimerais aborder avec vous également la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Le climat, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Le Maroc, depuis de nombreuses années, est conscient des enjeux et comme vous le savez, Sa Majesté le Roi a depuis longtemps tracé la route pour faire de l'hydrogène vert une véritable chaîne de valeur. Cela fait partie des objectifs stratégiques que le Royaume s'est fixé en termes de développement, justement, à grande échelle, des énergies renouvelables. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui. Le Maroc s'est engagé sur ces questions-là depuis très longtemps, hein. Ce qui a été fait avec nous il y a des années de cela est important, était innovateur, était pionnier. Et puis, le Maroc a continué. Il me semble qu'aujourd'hui, la vision que Sa Majesté a proposée est une vision qui va évidemment dans la bonne direction. L'hydrogène vert, c'est l'un des grands pans du futur. On parle d'hydrogène vert, on parle de dessalement, parce que il y aura nécessité d'exploiter l'eau de mer de manière à nourrir, hein, ces industries-là. Il y a la nécessité non seulement de produire cet hydrogène vert, mais aussi d'avoir la possibilité de lui trouver des exutoires en termes de marché. Donc là aussi, hein, le travail qui est fait avec l'Europe, le travail qui est fait avec l'Afrique subsaharienne est important. Et sur cette question-là, que ce soit sur les questions des énergies renouvelables ou d'une manière plus générale, cette profondeur africaine du Maroc est à souligner parce que ce qui a été fait sur les 10-20 dernières années est absolument remarquable. Je me souviens, il y a quelques années de cela, le patron de la RAM me disait que la nuit, le ciel africain est marocain. Et c'est vrai, hein, hier, je venais sur Casablanca. Sur mon avion, il y avait un grand nombre de personnes qui prenaient Casablanca comme plateforme pour aller en Afrique subsaharienne. C'est important. Le secteur bancaire est implanté. Ce que fait l'OCP aussi est absolument remarquable. Donc il y a aussi ce travail avec trans-saharien, si on veut, qui est remarquable et sur lequel d'autres pays d'autres pays de notre région devraient aussi s'inspirer de ce travail. Vous êtes arrivé hier soir de Washington, c'est ça ? Non, en fait, je suis arrivé hier soir, c'est une longue histoire, de Malte. Vous êtes là pour 48 heures. On vous a agrippé, on vous a mis le grappin dessus tout de suite à votre arrivée. C'était un plaisir. Quel est l'objectif de cette visite ? Écoutez, c'est entre guillemets, ma dernière visite
j'allais dire, formel au Maroc, en tant que vice-président pour notre région. Donc, je fais une tournée dans les pays, notamment ceux, d'abord, par rapport auxquels je me sens le plus proche, et puis ensuite, dans lesquels nous avons eu le plus d'engagement. Donc, le Maroc est le premier dans cette tournée, et j'espère avoir la possibilité de voir à la fois ses responsables, ses amis, ses partenaires avec lesquels j'ai travaillé sur les quelques 20-25 dernières années, mais aussi les nouveaux responsables, de manière à tracer une voie sur les années qui viennent pour mes collègues de la Banque mondiale, parce que la Banque a un partenariat très spécial avec le Maroc. Nous avons commencé lors de l'adhésion du Maroc à la Banque en 1958, et cette traversée, si on veut, est jalonnée d'énormément de succès, d'énormément de défis qui ont tous été relevés d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a eu ce partenariat et cette confiance qui a toujours existé entre le Maroc et mon institution. Donc vous allez rencontrer beaucoup de membres du gouvernement oui. Voilà, dans les RSI. Une dernière question, et cette fois-ci, elle est vraiment à titre personnel. Hein. Vous enlevez complètement votre casquette Banque mondiale. Est-ce que vous pourriez partager avec nous et avec nos auditeurs vos meilleurs souvenirs au Maroc? À vous écouter depuis tout à l'heure, on sent un véritable attachement que vous avez à ce pays, à des partenaires, à des personnes avec lesquelles vous avez travaillé durant de nombreuses années. J'espère que vous reviendrez souvent, même si vous n'êtes plus vice-président. Mais j'aimerais bien que vous partagiez avec nous l'un peut-être de vos souvenirs les plus forts. Vous savez, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. L'un des souvenirs les plus importants, c'était les quelques jours autour de l'inauguration de Tangemed. Lorsque le président de la Banque mondiale, Monsieur Jim Wolfensohn, était venu à Tanger. Nous avions eu 3 jours de conversation avec le gouvernement à l'époque, avec M. Driss Jettou, avec Fathallah Walalou et toute cette équipe-là. Et puis de Tanger, nous avons été, de la ville, nous avons été à Tangemed pour l'inauguration. Et pour moi, c'est un souvenir important parce que non seulement je venais à peine de commencer mon séjour au Maroc, ça avait donné lieu à ce qu'on a appelé plus tard l'esprit de Tanger, hein, qui a mis cette coopération sur un autre niveau, hein, de qualité, mais aussi parce que pour moi, le fait que la banque n'ait pas participé au financement du port de Tanger reste un point amer. Ah bon ? Oui, parce que je pense que nous aurions dû être là. Nous n'avons pas été là, pour différentes raisons. Nous avons commencé à nous rattraper par le fait que le président de la banque était là pour la mise de la première pierre. Et nous nous rattrapons beaucoup maintenant avec notre engagement très fort sur Nador Ouest. Parce qu'il me semble toujours, que le Maroc est un pays d'ouverture et qui doit être toujours lancé vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Afrique. Tangemed était un symbole, hein, de cette ouverture vers l'Europe, vers la Méditerranée. Et il est dommage que nous n'ayons pas été partie de cette grande table de ceux qui avaient financé le projet. Ce n'est pas grave, nous faisons autre chose et nous avons fait beaucoup depuis. Mais donc, ce souvenir restera pour moi à la fois un souvenir extrêmement puissant et positif, mais avec un tout petit peu de cette amertume qui fait que, nous n'étions pas là, mais nous nous sommes rattrapés, je pense. Merci infiniment, Farid Belhaj, de cet entretien. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. J'en prends autant que je peux. Du bon vent. À très bientôt, en tout cas. Merci à vous. Merci.